Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes, bonjour. Vous suivez votre magazine mensuel 360 degrés, regard sur l'actualité proposé par Abidjan News et Canal Ivoire. Notre invité du jour est M. Ebrin Yao Rémy. Il est le président de PECSI, la plus grande plateforme de la société civile ivoirienne avec ses 35 organisations. Avec lui, nous allons décortiquer plusieurs sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs, toujours à la lumière du combat de son organisation pour une Côte d'Ivoire et une sous-région africaine en paix. Bonjour, monsieur Ebrin Yao Rémy. Bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Monsieur Ebrin Yao Rémy, vous savez que, et nous le savons aussi, que le gouvernement ivoirien a amorcé un dialogue socio-politique depuis le 16 novembre 2021 avec l'opposition et la société civile ivoirienne. Nous voudrions savoir quel est l'état d'avancement de ce dialogue. Merci beaucoup, cher frère, pour l'occasion que vous me donnez ce jour. Au nom des 35 organisations, associations, mouvements et ONG de la société civile ivoirienne, afin que je puisse me prononcer sur l'avancement de ce dialogue qui est en cours. À vrai dire, nous n'avons pas assez d'informations. Comme je l'ai dit tantôt au cours de l'une de mes interviews, beaucoup d'organisations de la société civile ivoirienne, je pourrais même dire les organisations les plus actives, les plus reconnues, les organisations qui sont en contact avec le peuple de Côte d'Ivoire, avec nos populations, ont été écartées dans ce dialogue qui est en cours, cette 5e session de dialogue. Et comment ont-ils été écartés, selon vous? Il faut le dire honnêtement, cette 5e session de dialogue qui est en cours est pilotée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est lui qui a adressé la liste des participants. Jusqu'à ce jour, aucune organisation de la société civile ivoirienne, ni aucun acteur politique ne peut nous dire concrètement sur quelle base la liste des participants a été établie. Ce que nous le disons, nous le confirmons, nous n'avons pas été associés, ainsi que d'autres plus grandes organisations de la société civile ivoirienne et des acteurs importants au sein de la scène politique ivoirienne. Ce qui est déplorable. Pour ce qui concerne la réconciliation en Côte d'Ivoire, notre pays a besoin que les fils et les filles puissent se retrouver autour de la même table, faire des propositions concrètes afin de sortir de l'impasse. Parce que comme vous le savez, depuis plus de 20 ans, notre pays traverse une crise sans précédent. À chaque élection, il y a des problèmes. Alors nous pensons que s'il doit y avoir un dialogue, il faut que ce dialogue soit inclusif. Et c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, c'est vraiment déplorable que le ministère de l'Intérieur puisse écarter les acteurs qui pourraient contribuer durablement à la préservation de la paix. Monsieur Ebrin Yao Rémy, sincèrement, croyez-vous à la réussite de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Merci, cher frère, pour la pertinence de votre question. À vrai dire, pour qu'il y ait une vraie réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, il faut associer toutes les forces vives. Pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut libérer tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons en Côte d'Ivoire depuis 2010. Pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut permettre à tous nos frères et sœurs qui sont en exil de rentrer sur la terre de leurs ancêtres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour qu'il y ait une vraie réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, il faut donner l'opportunité à tous ceux qui désirent y participer de prendre, bien entendu, une place importante dans ce dialogue-là. Alors donc vous me demandez si ce dialogue pourrait donner des résultats concluants. Mais au vu du démarrage, au vu du lancement, du fait que dès le départ,
des acteurs importants au sein de la scène politique et ceux de la société civile ont été écartés, nous disons que l'horizon est encore très sombre. Il faut le dire nettement. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile ivoirienne, nous ne sommes pas convaincus que nous pourrons aboutir à des résultats concluants. Nos populations attendent depuis plus de 2 ans cette fameuse réconciliation nationale. Mais au passage, nous tenons à féliciter le président Alassane Ouattara qui a donné son onction au Premier ministre afin que ce dialogue puisse être lancé, cette 5e session de dialogue puisse être lancée. Mais comme nous l'avions dit tantôt, cette 5e session de dialogue est pilotée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui, de notre point de vue, ne donne pas assez de gages, qui, de notre point de vue, a outrepassé son pouvoir de conciliateur. Nous allons y arriver. Monsieur Ebouan, selon vous, quelles sont les propositions concrètes que la société civile, avec ces 35 organisations et les partis politiques, propose aujourd'hui comme porte de sortie pour une réconciliation apaisée? Chers frères, comme je l'ai dit tantôt, notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis plus de 20 ans, traverse des crises à répétition. Il n'y a pas d'autre alternative que par le dialogue. Ce que nous avons appris et ce que le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne nous a enseigné, Feu Félix Houphouët-Boigny, il a toujours privilégié le dialogue. Alors nous disons que pour qu'il y ait une solution appropriée pour régler définitivement les problèmes que traverse la Côte d'Ivoire, ces différentes crises, d'abord, il faut que le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, accepte de s'asseoir autour de la même table avec toutes les forces vives pour faire des propositions concrètes. Parce que les différents problèmes qui minent notre société, aujourd'hui, c'est encore devenu plus grave que jamais. Nos populations vivent, bien entendu, une situation sociale désastreuse. Donc pour nous, pour qu'il y ait solution à toutes ces crises, il ne s'agit pas seulement de libérer les prisonniers politiques, il ne s'agit pas seulement de permettre aux exilés de rentrer, mais il faut aussi accepter de s'asseoir autour de la même table pour que chaque force politique et celle de la société civile ivoirienne puisse faire des propositions concrètes. Parce que les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire sont plus politiques, sont d'ordre politique. À chaque élection en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Chaque élection en Côte d'Ivoire, d'abord, il y a une crise préélectorale et post-électorale. Donc aujourd'hui, le problème est posé. Du moment où les forces qui peuvent contribuer durablement à la cohésion sociale n'ont pas été associées, l'échec est prévisible. Ça, je vous le dis nettement. Donc pour nous, ce qu'on demande au chef de l'État, qui est bien entendu le chef suprême de l'armée, c'est de donner une chance au dialogue. C'est vrai, il ne peut pas être sur tous les fronts, c'est pourquoi il a fait nommer ses plus proches collaborateurs afin de contribuer. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, ceux qui sont autour du président de la République, son national Alassane Ouattara, ne font pas preuve de bonne foi. C'est ceux qui sont autour de lui qui torpillent la réconciliation nationale. Il faut le dire nettement. Président, aujourd'hui, PECSI s'est engagé aujourd'hui pour la jeunesse, pour des actions sociales en faveur de ces jeunes. Aujourd'hui, vous militez en faveur de l'insertion des jeunes. Que faites-vous précisément pour accompagner ces jeunes dans la recherche d'emploi et leur intégration sociale? Je crois que vous le savez comme moi, que notre plateforme qui regroupe assez d'organisations de jeunesse a initié 2 grands projets, dont le premier qui porte sur le permis de conduire. Le projet est intitulé « J'ai mon permis en poche » en cette année 2021 pour un emploi à coup sûr, qui a été lancé depuis
le mois de janvier 2021 qui nous a permis d'aider plus de 500 jeunes. Pourquoi ce projet important? Aujourd'hui, tout jeune en fin de formation qui postule à un emploi, on lui demande nécessairement au cours des entretiens un permis de conduire. Or, vous connaissez tous la situation socio-économique que nous traversons et la plupart de ces jeunes qui ont fini leur formation, qui sont au chômage, sont issus de familles modestes et pauvres, comme moi. Donc nous avons jugé utile d'initier ce projet afin d'accompagner beaucoup de jeunes à s'insérer dans le tissu socio-économique de notre pays. Donc ce premier projet qui a été lancé depuis le mois de janvier 2021 a permis d'aider plus de 500 jeunes et nous continuons ce projet. Le deuxième projet porte sur le projet d'ordinateur. Un élève, un étudiant, un ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, nous sommes au 21e siècle. Avec les nouvelles technologies, il est important que nos jeunes frères et sœurs puissent avoir le minimum pour accéder aux informations fiables, pour améliorer leur niveau d'études, disons. Donc nous avons jugé utile d'initier ce deuxième grand projet dont nous sommes toujours à la recherche de moyens afin de pouvoir aider les élèves et étudiants à avoir accès aux ordinateurs. Nous comptons offrir entre 500 et 1000 ordinateurs gratuitement aux élèves et étudiants. Nous avons déjà enclenché une phase d'études au niveau des grandes écoles et universitaires afin que nous puissions voir dans quelle mesure ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont issus de familles les plus vraiment modestes puissent en bénéficier. Et je tiens aussi à vous informer que pour l'année 2021, nous avons pris en charge 2 jeunes filles, dont une qui a eu arrêté ses études en classe de CM2 et la seconde en classe de 4e parce que les parents n'ont plus de moyens pour les accompagner. L'information nous a été donnée au cours d'une cérémonie dont notre plateforme était le parrain et nous avons pris l'engagement ferme de permettre à ces 2 jeunes filles de reprendre les études, ce qui a été fait en 2021-2022, en fonction de nos moyens. Parce que nous ne recevons pas de subvention de la part de l'État, nous n'avons pas de subvention ou bien de soutien de la part des acteurs politiques. Pour l'instant, nous ne bénéficions pas aussi de subventions de la part des organisations ou bien des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons aborder une autre phase de cet entretien qui va s'étendre au-delà des frontières même de la Côte d'Ivoire. Au regard de la situation dans la sous-région, notamment au Mali, Burkina, Guinée et plus récemment en Guinée-Bissau, où un coup de force a été déjoué, quel message toutes ces situations envoient à nos dirigeants, Président? Je crois que nous devons tous tirer des leçons de notre jeune démocratie qui est à dure épreuve, plus précisément les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos chefs d'État doivent désormais écouter leur peuple. Il ne s'agit pas de dire oui, il y a eu coup d'État militaire par-ci, par-là. Mais les coups d'État civils sont plus graves que les coups d'État militaires. Qu'est-ce qui entraîne les coups d'État militaires? Il est important de chercher à savoir qu'est-ce qu'ils poussent ses concitoyens. Parce qu'ils font partie du peuple, les militaires font partie du peuple. Qu'est-ce qui les pousse à prendre des armes et à renverser un pouvoir démocratique? La plupart des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont passé tout leur temps à tripatouiller leurs différentes lois. La plupart de ces chefs d'État ont désormais pour projet de faire en sorte qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir. La plupart de ces chefs d'État ont eu à faire des promesses fallacieuses pendant leur campagne électorale. Mais vous convenez avec moi que lorsqu'on prend des engagements devant son peuple et qu'on n'arrive pas à respecter,
et que ses frères et sœurs militaires qui sont issus du peuple constatent que les engagements de part et d'autre ne sont pas respectés, par moment, ils sont obligés de prendre leurs responsabilités, ce qui arrive dans les différents pays. Vrai, nous, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, nous condamnons fermement les coups d'État militaires. Mais nous condamnons encore, plus que jamais, les coups d'État civils. Vous savez, 2020-2021, il y a eu beaucoup de sang versé dans les différents pays en Afrique de l'Ouest ici. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu le 3e mandat, dont plus de 200 jeunes sont tombés dans ce combat. En Guinée, il y a eu le même cas. Vous parlez du Burkina. Mais aujourd'hui, il faut le dire nettement, les engagements de nos différents chefs d'État, par moment, ne sont pas respectés. Donc, nous disons qu'il faut tirer les leçons. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'éveil de conscience. Notre génération a décidé de prendre son destin en main. Et plus que jamais, nous n'allons pas accepter que des chefs d'État qui ont bénéficié de tout l'accompagnement du peuple puissent, à un moment donné, se retourner contre le peuple en envoyant des militaires s'attaquer à nos populations parce que ces populations manifestent en réclamant leurs droits. Il y a problème. Nous disons aujourd'hui que nos institutions sous-régionales, la CEDEAO, l'UA, sont dépassées. Ils ne peuvent plus rien apporter à nos pays africains. Parce que le cas, si je prends le cas précisément du Mali, dont les sanctions qui ont été imposées, nous jugeons ces sanctions inacceptables, parce que on ne peut pas condamner, mettre, disons, demander à nos institutions sous-régionales de prendre des sanctions de sorte que le Mali ne puisse pas avoir les moyens nécessaires d'instaurer sa démocratie. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est un pays souverain qui a décidé de prendre son destin en main. Alors nous ne pouvons pas comprendre que les chefs d'État se retrouvent et décident de fermer tout le circuit monétaire. Un pays souverain qui décide de déposer son argent à la banque centrale de la BCEAO et que, à un moment donné, à cause des problèmes sociopolitiques que traverse ce pays, les pays frères, au lieu de se retrouver et voir dans quelle mesure ils pourront accompagner ce dernier qui traverse des épreuves, prennent des sanctions inhumaines contre un peuple frère. C'est ce que nous regrettons. Donc aujourd'hui, nous interpellons les chefs d'État, les différents chefs d'État, afin qu'ils puissent donner une chance au dialogue. Ce qui nous a été enseigné par le chef, par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'ils privilégient toujours la voie du dialogue. Il faut qu'ils arrivent à s'entendre et mettre fin à ces différentes sections. Ils sont en train de punir le peuple du Mali, un pays frère. Mais il y a des Ivoiriens qui se retrouvent dans ce pays. Il y a des Burkinabés qui se retrouvent dans ce pays. Il y a des Guinéens qui se retrouvent dans ce pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en imposant ces sanctions, en fermant ces frontières, tous ceux qui exercent dans le commerce ont des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous condamnons fermement ces différentes actions menées par ces chefs d'État. Nous les encourageons à privilégier le dialogue. Et nous disons
que désormais, au lieu d'attendre à ce qu'il y ait un coup d'État militaire pour condamner, il faut commencer à condamner les coups d'État civils. Oui, justement, Président, parlant de cet aspect de la situation de la sous-région, spécialement celui du Mali, récemment, depuis hier, sur les réseaux sociaux, il y a un enregistrement qui circule, supposé être celui du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez de cet audio? Merci, cher frère. Je pense que j'aurais appris aussi que les autorités maliennes sont en train de mener des enquêtes pour en savoir plus sur cet audio qui circule sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, en tant que responsable de la plus grande plateforme de la société civile ivoirienne, nous disons qu'il est très tôt de se prononcer sur cet audio. Mais je connais le président Alassane Ouattara, qui est un président quand même responsable, un homme d'État. Je ne crois pas que le président va s'interférer dans une telle situation. Pour moi, il faut laisser la justice faire son travail. Je demande aux Ivoiriens, à nos frères et sœurs, à nos concitoyens, de rester calmes. Parce que, par ailleurs, il faut le dire nettement, le chef de l'État lui-même ne s'est pas encore prononcé sur cet état de fait. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur cet audio. Donc moi je condamne avec la dernière énergie ceux qui font la propagande de cet audio sur les réseaux sociaux. Pour nous, c'est la justice qui doit faire son travail. Je ne peux pas me permettre de condamner le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, tant que nous n'avons pas de preuves palpables qui attestent que c'est lui qui a eu à faire cette déclaration. Mais nous interpellons le gouvernement ivoirien afin que nous puissions avoir des éclaircissements, que le gouvernement ivoirien puisse se prononcer, parce qu'aujourd'hui ça a pris beaucoup de presse, les réseaux sociaux. Il faut que le gouvernement arrive à se prononcer là-dessus pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur cet état de fait. Si ce n'est pas le chef de l'État, qu'on puisse dire clairement aux Ivoiriens, qu'on puisse les rassurer, afin que nos concitoyens sachent que notre président Alassane Ouattara ne peut pas se permettre de faire une telle déclaration. Parce que c'est un chef d'État, un président, quelqu'un qui a eu beaucoup de formations auprès du président Feu Félix Houphouët-Boigny, de notre point de vue, ne va pas se permettre à faire de telles déclarations. Donc nous condamnons ceux qui font la propagande sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils soient persévérants en attendant que nous puissions avoir une déclaration officielle de la part du gouvernement pour situer les responsabilités. Donc nous devons tous être attentifs et surtout permettre à la justice de faire son travail. Nous sommes aujourd'hui à moins de 3 ans des échéances présidentielles de 2025. Pouvez-vous nous dire si nous pourrions éviter une crise pré- et post-électorale avec le maintien de la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel existant dans leur forme actuelle? Merci, cher frère. Votre question, elle est beaucoup plus pertinente que les premières. Je pense même qu'elle est la plus pertinente. Mais c'est ce que j'ai eu à dire tantôt. Les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions aller à des élections en 2025. C'est pourquoi nous invitons l'opposition ivoirienne à plus de cohésion. Nous invitons
nos frères et sœurs des organisations de la société civile ivoirienne, afin que nous puissions mettre en place une société civile crédible non affiliée à un parti politique. 2025, nous sommes en moins de 3 ans. Les conditions ne sont pas réunies. Il est inacceptable qu'un candidat à la présidentielle puisse avoir un militant comme président de la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats. Ça, c'est inacceptable. Nous disons aussi qu'il est inacceptable qu'un candidat à la présidentielle puisse avoir à la tête de la Cour constitutionnelle l'institution qui va valider les résultats définitifs, puisse avoir à la tête un militant de son parti. Donc ça sous-entend que la commission électorale est colorée. Oui, nous l'avons toujours dit que cette commission électorale qui est là, qui est en place, est illégitime. Cette commission électorale qui est en place ne peut pas proclamer des résultats conformément aux vrais résultats sortis des urnes. Une personnalité neutre. Il faut choisir quelqu'un de la société civile ivoirienne. C'est ce que nous préconisons depuis 2019. Il faut proposer des personnalités de la société civile ivoirienne et que par consensus entre les acteurs politiques et la société civile, nous puissions désigner un acteur de la société civile ivoirienne. De même que la Cour constitutionnelle. Et quand vous avez fait vos propositions, quel a été le retour du gouvernement? Mais nos propositions n'ont pas été prises en compte. Parce que j'ai eu à le dire au cours de l'une de mes interviews que pendant la crise électorale de 2020, lors de la mission conjointe en Côte d'Ivoire, le 6 octobre, notre plateforme a fait partie des 8 grandes organisations qui ont été reçues par la mission conjointe. Et nous l'avions dit, et il est écrit noir sur blanc, sur le mémo qui a été remis à cette mission conjointe, que les conditions n'étaient pas réunies, qu'il fallait revoir la commission électorale qui pose problème. Tous les problèmes que traverse la Côte d'Ivoire, la commission électorale a échoué lamentablement. Tous les problèmes que traverse en matière d'élection en Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle n'est pas neutre, la Cour constitutionnelle n'est pas innocente. Elle est colorée. Elle est colorée. Je dis elle n'est pas innocente. Je veux dire par là que les problèmes qui surviennent après les élections, ils sont pas, ces responsables qui sont là-bas ne sont pas innocents. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du dialogue amorcé avec le gouvernement, depuis le 16 novembre, est-ce que ces points sont sur la table à l'ordre du jour? Oui, mais nous n'avons pas été associés, malgré que le chef de l'État, Alassane Ouattara, nous a envoyé une correspondance en date du 6 juillet 2020, dans laquelle il nous informait que notre plateforme allait être associée pleinement dans le dialogue en cours. Mais comme je l'ai dit, c'est le ministère de l'Intérieur qui a adressé les listes. Et nous n'avons pas été associés. Nous avons pris acte. Nous avons eu l'occasion, le 16 décembre 2021, le jour du lancement, de rencontrer le Premier ministre. Nous lui avons remis le courrier officiel qui nous a été adressé par le chef de l'État en juillet 2020, une copie, pour lui faire part de nos inquiétudes et préoccupations. Et j'ai eu à le dire que le même jour, j'ai eu à rencontrer le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur. Et je lui ai remis encore un courrier, y compris la note, la correspondance du chef de l'État. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été associés et aucun parti politique en Côte d'Ivoire, ni organisation de la société civile ivoirienne, ne puisse nous dire concrètement les modalités qui ont été retenues, ou bien c'est les bases juridiques sur lesquelles ils se sont basés pour arrêter la liste des participants. Aujourd'hui, aucun Ivoirien ne le sait. Et c'est à leur niveau les thèmes qui ont été proposés. Mais malgré tout ça, nous avons eu à soumettre nos thèmes de référence au ministère de l'Intérieur, à la primature et à la présidence. Et nous avons fait cas que les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, ce sont les problèmes
d'ordre politique, bien entendu, c'est au cours de chaque élection que les problèmes de la Côte d'Ivoire sont exposés au monde entier. Pour qu'on puisse éviter qu'il y ait des problèmes post-électoral et pré-électoral, il faut d'abord revoir la commission électorale. Il faut un responsable. Les responsables qui doivent l'animer doivent être neutres, ne doivent pas être affiliés à des partis politiques. Pour éviter une énième crise, il faut revoir la commission électorale, la Cour constitutionnelle, le listing qu'il faut auditer. C'était très important. Il y a le problème foncier qui est là, le découpage électoral. Tous ces problèmes sont à la base de toutes les crises que traverse la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années. Et pour les régler, il faut accepter de s'asseoir tous autour de la même table, avec toutes les forces vives, pour que nous puissions faire des propositions pour une sortie de crise définitive. Mais tant que le gouvernement va procéder à une réconciliation sélective, mais on ne pourra jamais avoir des résultats concluants. On ne peut pas prendre une partie de la population ivoirienne et aller à la réconciliation. La réconciliation ne doit pas être un slogan, ça doit être un fait. Donc, vous osez croire aujourd'hui que la décision prise par le gouvernement d'aller à la réconciliation tout en faisant une sélection de ceux qui doivent y assister ou participer, de façon à ce qu'aujourd'hui la société civile n'est pas associée. Vous pensez que ces réconciliations sont vouées à un échec certain? Oui, moi je le dis nettement, que cette réconciliation, cette 5e session de réconciliation, telle qu'elle a été députée, l'échec est déjà programmé. Il faut le dire nettement. Mais nous n'accusons pas le chef de l'État. Je l'ai dit qu'il faut tantôt féliciter le président Alassane Ouattara, qui a privilégié la voie du dialogue, qui a instruit son premier ministre, qui a donné des consignes fermes pour qu'on aille au dialogue. Donc qui accusez-vous? C'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité que nous accusons. Et certains collaborateurs qui ne font pas leur travail. Le président Alassane Ouattara ne peut pas être sur tous les fronts. C'est un chef d'État. Il a beaucoup à faire. Il a donné des instructions à ses collaborateurs afin de l'aider dans sa tâche. Mais cette 5e session de dialogue qui est en cours, elle est sélective. Il n'y a rien à faire. Et nous disons que la seule alternative pour que nous puissions nous en sortir est que le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, puisse prendre ses responsabilités pour mettre fin. Il faut qu'il arrive à mettre fin, parce que pour nous, c'est pas quel terme technique que je peux utiliser, mais c'est de la comédie qui est en cours. C'est une comédie qui est en cours. Parce que toutefois qu'une partie de la population va décrier la stratégie utilisée pour qu'on aille à la réconciliation, la méthode utilisée, ça pose déjà problème. Du moment où une partie de la population décrit déjà cette manière d'aller à la réconciliation, ça pose problème. Mais nous disons qu'il n'est pas encore tard. Le chef de l'État, nous avons eu la chance d'être reçus à 2 reprises par ses services. Il nous a montré sa bonne foi. Nous disons que ce sont les gens qui sont autour de lui qui ne font pas leur travail comme il se doit. Nous demandons au chef de l'État de prendre des sanctions contre ceux qui sont autour de lui, ces hauts cadres qui ne lui facilitent pas la tâche. Sinon, comment pouvez-vous admettre que pour aller à une telle réconciliation, pour aller à un dialogue inclusif, on puisse écarter des partis politiques qui ont même des députés. On puisse écarter des acteurs de la société civile ivoirienne qui sont actifs sur le terrain, qui sont connus en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça pose problème. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui a dressé la liste, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui ne fait pas son travail. Et nous disons, et nous invitons le ministre de l'Intérieur à revenir à la raison. Revoir sa copie. Voilà, à revoir sa copie, bien entendu. Parce que cette réconciliation, telle qu'elle est engagée, les résultats ne seront pas concluants. Nous allons repartir de crise en crise. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, je crois que notre émission ici prend fin. Éventuellement, avant de
de boucler, peut-être le président de la plateforme Pexi et ses 35 organisations de la société civile a peut-être un dernier mot à dire ou bien peut-être quelque chose pour clore. Vous avez la parole, président. Merci, cher frère Koulibaly. Je voudrais vous remercier pour la qualité de votre émission. Vous contribuez durablement à l'instauration de la démocratie, d'un état de droit, où les libertés individuelles et collectives seront respectées désormais en Côte d'Ivoire, où les enfants des pauvres auront les mêmes droits que ceux des riches. Donc, je tiens à vous féliciter pour tous ces efforts. Pour clore mes propos, je voudrais demander à nos concitoyens de faire confiance à Dieu. Moi, je suis un chrétien, je suis un homme de foi. Depuis plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire traverse une crise sans précédent. Et ces dernières années sont devenues encore plus graves. Certains pensent que c'est par la force que nous pourrions régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Nous disons que c'est archi faux. On ne pourra jamais utiliser la violence pour régler des problèmes. Ceux qui pensent qu'avec un coup d'État, on pourra régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, je leur demande de revoir leur copie. Nous devons faire confiance à Dieu. Dieu est le maître du temps et de la vérité. Nous devons tous prier Dieu afin qu'il puisse toucher les cœurs de nos responsables politiques et plus particulièrement du président le plus son excellence Alassane Ouattara, afin qu'il puisse donner une chance au dialogue. Nous disons que la situation désastreuse que traversent nos populations, l'horizon sera encore meilleur si nous arrivons tous à nous pardonner réciproquement. Si nous arrivons tous à tourner la page noire de l'histoire que nous traversons. Si nous arrivons tous à faire confiance, bien entendu, à Dieu. Donc je lance un appel à la jeunesse ivoirienne d'être plus mobilisée que jamais. Et surtout aux 35 organisations, associations, mouvements et ONG que nous présidons, d'être plus mobilisés que jamais. 2025 n'est pas loin. Nous n'allons plus permettre en Côte d'Ivoire le viol de notre constitution. Nous n'allons plus permettre en Côte d'Ivoire que des individus prennent l'avenir de toute une génération en otage à cause de leurs intérêts égoïstes et mesquins. Je demande à cette jeunesse responsable, consciente et citoyenne qui a décidé de prendre ses responsabilités devant l'histoire d'être mobilisée. La société civile est un contre-pouvoir. Nous ne sommes pas là pour faire des coups d'État. Nous sommes là pour contribuer, pour faire des propositions au gouvernement. Quand c'est bon, il faut dire nettement c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut savoir taper sur la table et faire des propositions au gouvernement. C'est ce que nous essayons de faire. Donc je demande aux jeunes de nous faire confiance. Jamais nous n'allons accepter de vendre notre âme pour le bien matériel. Nous irons jusqu'au bout dans ce combat. Mais nous avons besoin de leur soutien. Nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire, qui traverse une situation sociale désastreuse, de faire confiance à Dieu. Le temps est un autre nom de Dieu. Je crois de toutes mes forces que 2025 n'est pas loin. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut régler le problème de la Côte d'Ivoire, car ces différents problèmes sont plus spirituels que physiques. Ni la force, ni les coups d'État ne pourront régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Passons par le dialogue. C'est la seule voie, la seule alternative que nous pourrions utiliser afin de donner une chance à la préservation de la paix dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Président. Chers internautes, merci d'avoir suivi ce deuxième magazine de Regard sur l'actualité 360 degrés. Ainsi prend fin cette émission et rendez-vous est donné pour la 3e émission le mois prochain. Merci. Merci à vous.